Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique qui s'appelle Omar El-Béchir. Il dirige et de main de maître le Soudan depuis 30 ans et s'apprête à briguer un nouveau mandat en 2020. Mais son pouvoir fait face désormais à des manifestations quasi quotidiennes qui ont déjà fait plus de 31 morts. Le message est clair. Monsieur le Président, trop, c'est trop. Il faut partir. Mais le président Omar El-Béchir du Soudan va-t-il écouter son peuple et sortir par la grande porte? Comment comprendre le malaise social qui accourt aujourd'hui au Soudan? Évolue-t-on vers une fin de règne dans ce pays de l'Afrique de l'Est? J'ai avec moi pour en parler deux invités. Jean-Bernard Bikim, vous êtes analyste stratégiste. Et j'ai également avec moi la journaliste et préfacière Sadio Morel. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce grand pays de l'Afrique de l'Est. C'est le troisième plus grand pays du continent après l'Algérie et la RDC. Merci à vous. Merci. L'économie soudanaise va mal et le président Omar El-Béchir pensait être bien inspiré en triplant le prix du pain. Il n'en fallait pas plus pour que les rues s'embrasent à Khartoum et à l'intérieur du pays. Alors évolue-t-on vers une fin de règne au Soudan? Nous avons posé la question à l'analyste politique Mohamed Silla. On l'écoute, on en parle après. Les conditions de vie des Soudanais ne sont pas forcément les meilleures du monde, mais ils font partie des pays les plus pauvres de la planète, malgré d'immenses ressources naturelles dont Omar El-Béchir n'a pas accès aujourd'hui comme ça a pu l'être par le passé, à cause notamment de la partition du pays avec la naissance du Soudan du Sud, les crises politiques qui se cristallisent entre les deux pays, le prix du baril de pétrole qui est à la baisse, les sanctions économiques. Vous avez un régime qui est totalement essoufflé et c'est quelque part aussi l'effet pervers de ces sanctions-là parce qu'elles touchent pas seulement les membres du régime, mais elles ont des effets aussi sur la capacité de l'État à faire face à un certain nombre de ses obligations, notamment celle d'offrir des conditions de vie décentes à ces populations. Et malheureusement aujourd'hui, cela se fait ressentir par les Soudanais lambda. Et je suis pas sûr que ces sanctions-là causent vraiment problème au régime de Béchir et à ses proches, mais les populations soudanaises sont les premières à en subir les conséquences et il faut craindre malheureusement que les positions se durcissent d'une partie ou de l'autre parce que quand on n'a rien à perdre, quand les populations n'ont rien à perdre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles baissent les bras, au contraire, elles risquent de jeter leur dernière force dans cette bataille-là parce que pour elles, c'est une bataille pour leur survie, mais c'est aussi une bataille pour la survie du régime de Béchir. Donc, entre ces deux-là, qu'est-ce qui va l'emporter? Est-ce que ce sera la volonté du peuple ou simplement celle d'un homme et de son système à se maintenir? Toute la question reste posée, mais il y a vraiment des raisons de s'inquiéter de violences majeures dans les jours et les semaines à venir. Veuillez nous excuser pour la qualité de ce son. Alors, Jean-Bernard Bikim, de Khartoum à Ouad Medani, en passant par Omdurman, on le voit, la rue s'embrase au Soudan. Quelle lecture faites-vous de ces mouvements devenus quasi quotidiens? Alors, je dirais aux téléspectateurs d'Africa 24 qu'il faudrait qu'ils se rappellent qu'en France, ça fait 3 mois que les Français découvrent les joies de la misère, la pauvreté, et surtout de la répression féroce des forces de police. Nous sommes pourtant en France, pays droits de l'homme. Pour revenir sur le Soudan, il faut reconnaître 2 éléments importants. Oui. Le pays est, depuis 1989, sous une main de fer des services secrets soudanais, le NIS, très 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 puissant. Et par ailleurs, une erreur tactique et stratégique terrible avait été commise par Omar El-Béchir, de contraindre les Zaghawa, les Fours et les Messalites de devenir arabes. Mais avant que vous n'évoluiez dans les rappels historiques, pourquoi faisiez-vous référence tout à l'heure au mouvement en France, des Gilets jaunes en France? Quel est le rapport? Alors, il y a un lien entre... en extrapolant, il y a un lien qui trouve en point commun sur la question du pouvoir d'achat, les conditions de vie quotidiennes et surtout, la capacité de pouvoir vivre dignement au Soudan et en France. Alors, je rappelle effectivement que c'est la décision du président de tripler le prix
du pain qui constitue aujourd'hui la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et justement, est-ce qu'il y a des causes profondes à ces mouvements de protestation qui ne faiblissent pas? Oui, il y en a trois. Premièrement, première cause, rapidement. La première cause, ce sont les sanctions externes qui frappent le Soudan. Elles ont été levées depuis octobre 2017 par Donald Trump. Elles ont la plupart. Elles ont été levées de façon diplomatique, mais concrètement, elles sont toujours en place. Le deuxième élément important, c'est la partition du pays. La partition du pays a fait prive le Soudan non seulement de l'accès à ses ressources, mais surtout des marges de manœuvre lui permettant justement d'assurer une cohésion imparfaite, certes, du pays. Et le troisième élément, Omar el-Béchir est confronté à une lutte interne pour sa succession à l'intérieur de son régime. Ouais. Vous avez les militaires d'un côté et vous avez les intellectuels de l'autre. Entre les deux, il y a une nécessité justement de sortir le pays, je dirais, d'une voie qui est plutôt islamiste et militaire, islamo-militariste, et de l'autre côté, une nécessité de replonger, enfin d'amener le pays vers le nasserisme. Sadio Morel, très rapidement, des trois causes énumérées par Jean Bikim, il y a effectivement, outre la question des sanctions, mais qui ont été sensiblement réduites, en tout cas en octobre 2017, il y a le fait qu'effectivement le pays est divisé en deux désormais, avec en bas le Soudan du Sud, partition qui, on le sait, prive désormais le président Omar el-Béchir de 80% des revenus pétroliers. Mais ça, c'est depuis 2011. Pourquoi maintenant? Pourquoi les Soudanais veulent-ils sa chute maintenant, en 2019? Vous savez, je crois que el-Béchir est en train de déployer l'énergie du désespéré. Quand on a affaire à un peuple, c'est différent quand, par exemple, il a fait la guerre du Darfour, où on lui attribue les génocides et crimes contre l'humanité et qu'on sort. Oui. Là, il est en face du peuple. Le peuple est une masse incontrôlable. Et là, le peuple est décidé, c'est-à-dire le prétexte du prix du pain élevé a fait exploser une situation que les gens... Ça fait quand même depuis 89. Oui, c'est vrai, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. 89 qu'il est au pouvoir, que 96 il gère de façon effective, officielle. Mais c'est depuis 89 et depuis 82 qu'il est au sommet du summum de l'État. C'est vrai. Quand même. Donc, à un moment, il y a d'autres générations qui arrivent. Ils veulent d'autres choses. Et cette fois, c'est la soif de l'alternance qui justifie ces mouvements-là auxquels nous assistons. C'est-à-dire, si même quand on n'a pas l'alternance, voyons un peu en Libye, il n'y avait pas du tout d'alternance, mais la majorité des populations vivaient quasiment bien. Oui, évidemment. Quand maintenant, on est départi de 75% des revenus du pétrole et que le dernier élément important, essentiel à la vie, qu'est le pain, triple de prix, ça devient une marmite qui va exploser. Et là, cette fois-ci, étant face, c'est-à-dire, il y avait déjà, Béchir, sous le règne de Béchir, il y a eu quand même plus de 2 millions de déplacés, il y a eu des dizaines de morts, il a dirigé d'une main de fer. Là, il vient de changer de gouvernement en mettant l'armée. En décrétant l'état d'urgence pour un an. Mais ça n'a pas affaibli les mouvements. Ça veut dire que le peuple a en face de lui quelqu'un qu'il ne veut plus. D'accord. Donc, au fond, on assiste là à une forme de saturation du peuple par rapport à un pouvoir qui a trop duré. Qui a trop duré, qui n'a pas eu d'empathie à peuple. Hein, parce que, quand même, avant 2011, il y avait cette embellie pétrolière. Est-ce que le Soudanais vivait pourtant mieux? Et il y a la présence des services secrets. Hein, c'est un pays très, très militarisé. Mais la question, c'est comment se fait-il que... tout comme son homologue algérien, il a résisté au printemps arabe et que c'est en 2019 qu'il y a maintenant l'implosion sociale. Qu'est-ce qui lui permettait effectivement, quelle était la soupape qui lui permettait de contenir le peuple et qui entre-temps a sauté et qui a sauté en 2019? Non, le peuple l'avait laissé régner comme il voulait tant que le prix du pain n'était pas touché. Le pain, c'est le début de la vie. Hein. Oui. Le pain, c'est comme l'eau. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. C'est sacré, il faut les sanctifier.
Il ne faut pas les rendre plus difficiles alors que le Soudanais peine à trouver déjà de quoi manger quand on va rendre plus cher. Ce qui est essentiel à sa survie, c'est creuser soi-même sa tombe. Et Béchir a fait la gaffe de trop. Et là, le peuple n'a plus de crainte. Il peut tuer comme il veut. Il y a eu plus de 30 morts, entre 30 et 50. Oui. Mais le peuple continue. Alors, Jean-Bernard Bikim, c'est très intéressant parce que depuis ce lundi, les manifestants dans les rues de Khartoum scandent des slogans en solidarité aux protestants algériens qui, eux aussi, veulent la fin du régime Bouteflika. On va dire quoi ? Aussi longtemps que vous avez les ressources financières pour contenir votre jeunesse, votre peuple, ça peut marcher, même si vous mettez entre parenthèses les droits de l'homme. Mais si en plus de limiter, de restreindre les droits de l'homme, vous n'avez plus l'argent du pain, eh bien c'est l'implosion. C'est le premier enseignement tiré de ce qui se passe en ce moment au Soudan. Il faudrait rappeler quand même aux téléspectateurs un élément important. Les crises insurrectionnelles liées au pain, le Maghreb et l'Afrique en connaît tous les 5-10 ans. Tous les pays sont confrontés à cette difficulté. Ça n'est pas spécifique au Soudan. Et si je me permets d'aller un peu plus loin, il faut rappeler aux Africains que le Soudan actuel, c'est la Nubie. C'est la Nubie antique. Et en Nubie et en Égypte antique, nous avions ces problèmes que l'on voit aujourd'hui de façon régulière. Récurrente. Une fois qu'on l'a dit, la vraie question qui se pose aujourd'hui, jusqu'où sommes-nous capables d'accepter les ingérences extérieures au sein de nos pays? Non, on reviendra sur la question. Restons d'abord sur la question. Il faut qu'on circonscrive la problématique d'abord autour de la gouvernance interne. D'abord, on reviendra sur les questions, les facteurs géostratégiques et les ingérences extérieures. Là, vous avez un peuple qui fait face à son dirigeant. Les gens ne crient pas le nom de Poutine ou du président chinois dans les rues. Le président Béchir doit partir. C'est ça, aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre et qu'il faut, grâce à vous, aider aujourd'hui à comprendre, est-ce que nous sommes là en face d'un pouvoir et qui s'est trop éternisé au pouvoir et dont les Soudanais ne veulent plus? Est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce qu'il y a similitude avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie? Alors très bien. Ce qu'il faudrait rappeler aux uns aux autres, c'est que ce que l'on voit, c'est Béchir et l'armée. Mais c'est l'administration centrale qui dirige le pays. Ça n'est pas. Nous sommes dans un pays avec un système fédéral qui est suffisamment, qui est irrigué par un gouvernement national et puis des gouvernements provinciaux. Oui. Et l'articulation entre les deux est assurée par une haute administration centrale et technocratique. Cette haute administration centrale et technocratique essaye de trouver un compromis, enfin des compromis entre les contraintes et contingences extérieures, oui. FMI, Banque mondiale et les partenaires bilatéraux, là c'est plutôt la Chine et la Russie par rapport aux engagements oui. Du pays. Et n'oublions pas que le Soudan, depuis 1989, oui. Est pratiquement sous pilotage automatique de son économie qui est entre les mains des personnes étrangères du pays qui ne sont pas... Vous voulez parler des multinationales qui aidaient effectivement à exploiter les ressources pétrolières et minières du pays. Mais encore une fois, je reviens à la question de la gouvernance politique, notamment du rapport direct entre un homme et son peuple. Lorsqu'il prend le 30 juin 1989 le pouvoir à Khartoum, le jeune colonel prend le pouvoir... Lorsqu'il fait son putsch. Voilà, disons des choses comme ça. Lorsqu'il fait son putsch, pour ainsi dire. C'était difficile d'être démocrate dans le contexte historique et politique d'alors. Difficile d'être démocrate. Est-ce que finalement son vrai problème, c'est de n'avoir pas eu à un moment donné, ou du moins au moment opportun, la lucidité d'assouplir son pouvoir? C'est ça qui lui coûte aujourd'hui ces contestations. Oui, mais c'était difficile dans son cas d'assouplir son pouvoir parce qu'il a pris de force, entouré d'autres caciques. Non, je parle 10 ans, 20 ans après. Voilà. N'oubliez pas qu'en 1996, quand il prend le pouvoir, il mate l'un de ses co-putschistes oui. Qui voulait lui faire la part belle. Il l'écrase pour s'imposer. Oui. Donc son environnement fait que ce n'est pas le peuple qu'il craint, mais les gens tout autour de lui.
qui peuvent l'avaler, comme il les a avalés à un moment, qui peuvent l'avaler. Donc, il vit en posture de survie permanente. On est d'accord. Et en fait, quand on est dans cette situation, ça ne fait que s'élargir. Il y a la méfiance qui naît, même avec son nombre. Donc, la question, c'est comment se fait-il qu'il n'a pas su tirer leçon des bouleversements autour de lui, notamment, je pense notamment au printemps arabe, pour assouplir justement son pouvoir et pour effectivement libérer des espaces de liberté que réclament aujourd'hui les manifestants à Khartoum et ailleurs. Suivez un peu El-Béchir lorsqu'il a affaire avec la CPI. Il se trompe lui-même, hein, parce que lorsqu'il voyage, il va dans des pays qui n'ont pas ratifié avec la CPI. Oh, mais il va dans d'autres pays aussi. Il va au Tchad, à Djibouti, en Centrafrique. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il a failli être... Voilà, tous ceux-là n'ont pas accepté de le livrer parce qu'ils étaient chapeautés par l'Union africaine qui a dit non, quelque part. Mais jusqu'à quand ça, c'est un autre débat. Pour venir à là. Donc, il s'est faussement menti en se disant que je voyage, rien ne m'arrive. Et il a cru en une puissance. À une surpuissance alors qu'il est menacé. Alors qu'il est menacé. Il est menacé de l'intérieur. De l'intérieur. Et il a voulu, je pense, transposer ce sentiment de puissance sur son peuple de plus en plus pour se sentir aimé et peut-être avoir un secours. Et il a mal géré au point que ça s'est plus ressenti comme de la condescendance plutôt que comme une demande de peuple. De payer aujourd'hui. Non, il paye. Je crois que c'est pas... La question, très rapidement, Jean-Bernard Bikim, avant qu'on ne marque une coup de pause, comment doit-on imaginer la suite? Il va tomber effectivement comme le réclament les manifestants, ou bien il va faire à la fois usage de la répression et de la diminution du prix du pain pour se mettre... Là, je vais certainement choquer certains. Ceux qui pensent que Béchir va tomber se trompent. Pourquoi ils se trompent? Nous allons assister, il y a deux mesures qu'il a prises. Limoger le gouvernement fédéral et provinciaux, mettre en place un état d'urgence sur une année. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on impose au service secret, le NIS, et à l'APS, un statu quo, en disant, attention, maintenant, il faut, que vous le vouliez ou non, que nous préservions le redu qui nous reste. Oui, nous avons subi une partition. Cette partition nous a fait perdre l'essentiel de notre pouvoir. Et il est hors de question qu'aujourd'hui, les fondements sur lesquels l'État fédéral est construit, à savoir la matrice militaire et la matrice de l'islam, qu'on puisse le perdre. Mais en même temps, je vais intervenir là. Mais on revient tout à l'heure. Juste une seconde, il a quand même fait un clin d'œil, ou bien il a lâché du zeste en sursoyant le changement de la Constitution pour son 6e mandat. En ce qui concerne la présidentielle de voilà, donc ça veut dire qu'il y a une crainte qu'il a sentie quelque part. Tout ceci nous donne une idée de qui est l'homme et de sa méthode de gouvernance. On n'a pas davantage après une coup de pause. À tout de suite.